Bonjour, c'est Dr Bouzid, médecine interne. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur la sémiologie de l'appareil génital, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Comme objectif, nous allons essayer un petit peu de revoir les éléments de l'interrogatoire qui sont essentiels en matière de sémiologie de l'appareil génital, surtout en matière de signes fonctionnels. Comment aborder et faire un examen physique soigneux, et enfin établir une probabilité diagnostique afin d'orienter l'exploration. On aura séparé bien sûr les deux appareils génitaux, que ce soit chez l'homme, chez la femme. Pour ce qui est de la femme, on débutera bien sûr par un rappel sur l'anatomie et définir les grands aspects anatomiques de l'appareil génital, qu'il soit dans sa partie interne ou dans sa partie externe. Donc l'appareil génital féminin, il est séparé en une partie externe qui est formée par les grandes lèvres, les petites, qui forment en avant le clitoris et qui sont séparées par le vestibule dans la portion postérieure de l'ouverture du vagin. Le périnée qui constitue bien sûr les tissus qui séparent l'ouverture du vagin de celui de l'anus, le méa urétral ou débouche et qui débouche entre le clitoris et le vagin. On voit qu'il y a une intimité bien étroite entre l'appareil urinaire et l'appareil génital chez la femme. Et il y a une partie qui est interne, qui est composée de l'utérus et les ovaires. Donc l'utérus fait saillie dans le vagin à travers le col. Il est formé de l'isthme et du corps où partent de chaque côté ce qu'on appelle les trompes de Fallope, et à leur extrémité, de part et d'autre, il existe deux ovaires. Les ovaires, généralement, ils ont une taille petite, à peu près d'une amande de dimension de 1,5 à 3,5 cm de façon bilatérale. L'appareil génital chez la femme, il est soumis à un cycle physiologique et qui démarre bien sûr par la puberté. La puberté sur le plan sémiologique, elle est définie par le commencement du développement mammaire qui débute vers l'âge de 10 à 11 ans, avec début de la menstruation généralement, ou des menstruations vers l'âge de 12 à 13 ans. Donc le début de menstruation, on l'appelle la ménarchie. Donc c'est bien de développer et à l'interrogatoire, de définir l'âge des débuts des menstruations, ou ce qu'on appelle communément la ménarchie. Le cycle menstruel, donc l'appareil génital féminin évolue selon un cycle mensuel qu'on appelle aussi le cycle menstruel et qui se termine par l'élimination généralement de menstruation vers sa fin. Il dure à peu près 28 à 30 jours, se termine par une durée de menstruation qui est étalée sur 4 à 6 jours. Il est séparé en 3 phases, une phase pré-ovulatoire du 5e au 14e jour, caractérisée par la prolifération de l'ovocyte sous l'effet des oestrogènes, une période de l'ovulation vers le 14e au 16e jour, et enfin une phase post-ovulatoire du 17e à la fin du cycle, et qui est bien sûr sous la dépendance de la sécrétion de la progestérone. À la fin, bien sûr, s'il n'y a pas de fécondation, après une prolifération du tissu au niveau utérin, donc cette prolifération cellulaire va se détacher sous forme de menstruation qui est définie par l'élimination de la muqueuse de l'endomètre et s'accompagne d'une hémorragie qu'on appelle la menstruation. La période ovulatoire se caractérise vers une légère ascension thermique vers le 14e jour aux environs de 37 degrés. La sécrétion hormonale ovarienne en oestrogène et en progestérone, elle est sous la dépendance des stimulines hypophysaires, la FSH et la LH,
et qui sont sécrétées selon le cycle et qui définit bien sûr la durée du cycle qui est à l'état normal assez régulière en fonction de la sécrétion des stimuli de façon régulière et cyclique. Donc la sémiologie de l'appareil génital doit commencer bien sûr lors de l'examen physique par l'interrogatoire qui doit bien sûr établir et recueillir les éléments suivants, à savoir les antécédents physiologiques, comme on l'a dit, la date de début des règles, ou ce qu'on appelle la ménarchie, le cycle menstruel, bien sûr définir sa périodicité, sa durée, son abondance, la date des dernières règles, surtout s'il y a un retard, en pensant bien sûr qu'il y a une grossesse parfois méconnue, le nombre de grossesses ultérieures et définir le nombre d'enfants vivants décédés, avortement, notion de prématurité ou de mort-née, et cela faisant bien sûr référence ou allusion à une pathologie gynécologique proprement dit ou une maladie générale. Si bien sûr il y a notion de contraception chez la femme en période d'activité génitale, à savoir la prise des oestrogènes progestatives, un dispositif intra-utérin ou notion de chirurgie avec ligature des trempes. Et bien sûr, à l'autre côté de la ménarchie, la femme est caractérisée par une date de disparition définitive des cycles de menstruation qui est aux alentours à l'état physiologique entre 45 et 55 ans, et cela définit la ménopause. À côté de cela, bien sûr, il faudra toujours discuter et recueillir les antécédents pathologiques, à savoir les antécédents de césarienne, de chirurgie d'hystérectomie, de kyste ovarienne, d'infection génitale, surtout s'il y a notion de répétition, d'une tuberculose ou d'une pathologie néoplasique dans les antécédents. Après l'interrogatoire, il sera utile bien sûr de recueillir les signes fonctionnels, à savoir les douleurs qui sont un maître symptôme en pathologie gynécologique. Donc, généralement, c'est une douleur pelvienne qui est de siège, à savoir hypogastrique, voire de localisation au niveau de la fosse iliaque droite ou gauche, voire lombaire associé, donc parfois les deux sièges atypiques faisant discuter autres diagnostics différentiels, comme douleur spontanée ou douleur lors des rapports sexuels, c'est ce qu'on appelle la dyspareunie, c'est une douleur du petit bassin qui est fonctionnelle assez souvent et parfois elle peut révéler une cause organique nécessitant un examen un peu plus approfondi. Côté de la douleur, il faut toujours rechercher ce qu'on appelle les logorrhées ou les pertes vaginales et définir leur coloration. Donc lorsqu'elles sont blanchâtres avec prurite et rougeur vulvaire et vaginale à l'examen, donc là on évoque beaucoup plus une origine mycosique due au candida albicans. Lorsqu'elles sont blanc jaunâtres, odorantes, avec piqueté rouge cervicale et vaginale, on pense à une cause liée à l'infection au Trichomonas vaginalis. Donc, c'est un parasite qu'il faudra le rechercher par des prélèvements. Donc, lorsqu'elle est de couleur purulente, jaunâtre ou verdâtre, là, on évoque beaucoup plus une origine bactérienne nécessitant un ECB des pertes. Et lorsqu'elles sont tout à fait transparentes, généralement sont physiologiques et surviennent beaucoup plus lors de l'ovulation. Donc, comme signe fonctionnel qui est très fréquent en matière de sémiologie de l'appareil génital, ce sont les hémorragies. C'est un motif très fréquent de consultation. Donc, il faudra séparer les hémorragies extériorisées qui sont assez faciles à recueillir des hémorragies ou de l'hémorragie non extériorisée. Généralement, c'est une urgence liée, bien sûr, à une anémie qui est aiguë et se voit surtout lors d'une rupture d'une grossesse extra-utérine chez une femme qui est en pleine activité génitale avec notion de retard du cycle récent. Pour ce qui est des hémorragies extériorisées, là, ce sont des pertes sanglantes par voie génitale et qui peuvent avoir un temps d'hémorragie qui survient bien sûr et qu'il faudra le définir par rapport à l'évolution du cycle. On parle de ménorragie lorsqu'il s'agit de règles trop abondantes ou trop prolongées. Généralement, ça se voit beaucoup plus de façon un peu plus fréquente au cours du fibrome,
qui est une tumeur bénigne de l'utérus. On parle de métrorragie lorsqu'il s'agit d'hémorragie en dehors des règles. Et là, il faudra évoquer en premier lieu un cancer génital. On peut avoir les deux en même temps, c'est ce qu'on appelle les ménométrorragies, associées des règles abondantes et ou prolongées, et des hémorragies en dehors du cycle menstruel. Et à partir de là, il faut chercher bien sûr l'étiologie. Selon leur abondance, les hémorragies génitales peuvent être de petite, de moyenne ou de grande abondance, mais répétées généralement, elles sont source d'une anémie féréprive qu'il faudra bien sûr l'évaluer et la traiter en temps opportun. Donc, en plus de l'hémorragie, on peut avoir ce qu'on appelle les troubles du cycle ou les troubles de menstruation. Et dans ce cadre bien particulier, on a plusieurs situations qu'il faudra les définir sur le plan sémiologique, comme suit. On définit la polachyménorrhée comme étant des règles trop rapprochées par raccourcissement de la durée du cycle. On a dit tout à l'heure que le cycle c'est à peu près 28 à 30 jours. On peut avoir des cycles qui sont beaucoup plus raccourcis. On parle de spargnoménorrhée lorsqu'il s'agit de règles trop espacées par allongement de la durée du cycle. Là, c'est un cycle qui dépasse le mois. On parle d'oligoménorrhée lorsqu'il s'agit de règles trop courtes. Les règles, généralement, c'est à peu près 4 à 5 jours. On peut avoir des règles qui ne durent qu'une journée ou une demi-journée. Ce sont ce qu'on appelle l'oligoménorrhée. L'oligospanioménorrhée, ce sont des règles qui sont trop courtes et trop espacées. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'aménorrhée, c'est l'absence définitive ou temporaire des règles pendant la période d'activité génitale. Lorsqu'on parle, on a droit de parler d'aménorrhée primaire, lorsqu'il n'y a pas eu de ménarchie. À partir de là, il faut chercher est-ce qu'il y a un problème organique ou hormonal sous-jacent. Ou l'aménorrhée secondaire, le premier diagnostic à évoquer, c'est la grossesse. Il faut toujours éliminer une grossesse. Après, si on est sûr que c'est pas une grossesse, là, il faudra rechercher une cause générale en rapport avec une pathologie générale, une pathologie beaucoup plus de l'appareil génital, surtout une tuberculose, synéchie utérine après un curetage, ou bien sûr, ça peut se voir aussi par dérèglement hormonal lié à une pathologie psychique sous-jacente. Les dysmonorrhées, ce sont beaucoup plus ce qu'on appelle des douleurs ou des menstruations douloureuses. La douleur précède et elle est contemporaine du cycle et assez souvent, soit elle est liée à un problème de dysrégulation hormonale et assez souvent c'est bénin et nécessitant un traitement symptomatique. Enfin, on arrive à l'examen gynécologique proprement dit, qui nécessite bien sûr la mise sur table gynécologique en décubitus dorsal en position gynécologique, cuisse semi-fléchie en abduction, avec jambes fléchies. Il faudra bien sûr que la patiente ait bien sûr un rectum vide et une vessie vide pour faire un examen de bonne qualité. On commencera bien sûr les 4 temps de l'examen physique, commençant par l'inspection, qui doit délimiter et définir les caractères sexuels secondaires, l'état des seins, la pilosité axillaire et pubienne, l'état des organes génitaux externes, est-ce qu'ils sont normaux, glandes, lèvres charnues, petites lèvres pigmentées et humides, recherche de façon systématique une cicatrice périnéale, déchirure ou la cicatrice d'une ancienne épisiotomie lors d'un accouchement comme dans les antécédents. On enchaîne par la palpation à la recherche d'une zone douloureuse, spontanée ou provoquée de la région suspicienne ou de la fosse iliaque, ainsi qu'une masse abdominopérinéale. La percussion, elle est utile surtout dans les tumeurs abdominopérinéales et différencie un kyste ovarien d'un épanchement d'acide abdominal. Bien sûr, la percussion doit définir s'il y a une masse ou une suspicion d'épanchement liquidien et faire la différence entre une origine mate et une origine qui devrait être bien limitée en fonction de sa concavité et sa convexité et définir bien sûr ce qui est en rapport avec l'appareil génital et ce qui est en rapport avec un épanchement surtout liquidien de la cavité péritonéale ou ce qu'on appelle l'acide. Enfin, on termine par l'examen proprement dit de l'appareil génital profond ou sa partie profonde qui nécessite l'examen au spiculum.
Donc, il doit précéder le toucher vaginal et permet d'apprécier l'aspect du col de l'utérus. Donc, permet de définir surtout sa situation qui est centrale ou déviée latéralement, rechercher un prolapsus ou donc c'est tout l'appareil génital qui descend dans le vagin ou ce qu'on appelle le colpocèle, voire une descente au niveau de la partie inférieure de l'appareil génital, d'un prolapsus ou un prolapsus de la vessie ou du rectum. Donc définir sa forme, généralement il est conique chez la nudipare, cylindrique chez la multipare, atrophique chez la femme ménopausée. Vérifier son orifice externe à la recherche d'une déchirure, une ulcération, une tumeur ou les signes d'infection. Le terminer bien sûr par le frottis vaginaux, surtout étalé sur une lame, et l'étude des cellules desquamées du col et du vagin. Bien sûr, ça permet de rechercher une dysplasie, voire le dépistage du cancer du col. Et autrefois, on faisait donc ce qu'on appelle la colposcopie, c'est un examen à la loupe binoculaire après l'application du Lugol. Donc le col est de coloration brun acajou, les zones suspectes sont roses, blanchâtres ou jaunâtres. Donc ça permet de délimiter les zones suspectes, surtout si on recherche un cancer du col. Et bien sûr, si on a une lésion suspecte, on termine notre examen par un prélèvement ou biopsie du col. Termine notre examen, comme je l'ai dit, par le toucher vaginal, donc avec doigtier stérile à 2 doigts, index et majeur, bien sûr après avoir bien expliqué à la patiente, donc associé à un lubrifiant, donc ça permet de délimiter l'état du col, sa situation, sa consistance qui est normalement souple, ferme et élastique, l'état des cul-de-sac vaginaux, latéraux et postérieurs, souplesse et vacuité, non douloureux. S'il y a une douleur au niveau des cul-de-sac, là, il faut craindre un problème de saignement ou un problème d'infection ou d'irritation péritonienne en rapport avec une urgence chirurgicale. Combiné à la palpation abdominale permet de délimiter, d'apprécier la taille de l'utérus, sa consistance, sa sensibilité ainsi que l'exploration des ovaires. Combiné au toucher rectal permet de vérifier l'état de la cloison recto-vaginale, surtout si on pense qu'il y ait une déchirure. À la sortie, on doit apprécier l'état du doigtier qui est normalement propre. Il peut être souillé de sang ou de l'eau courée. Et bien sûr, chez la jeune fille, on doit remplacer bien sûr le toucher vaginal par le toucher rectal pour voir l'état des annexes et de l'appareil génital. Ça, c'est la première partie pour ce qui concerne la sémiologie de l'appareil génital, donc avec les aspects qu'on devra recueillir à l'interrogatoire et à l'examen physique. Pour ce qui est de la deuxième partie concernant l'appareil génital masculin, donc il est lui aussi constitué d'une partie qui est visible, qui est externe, et d'une partie qui est interne. Donc, d'une façon globale, il est constitué, bien sûr, par les bourses, dans lesquelles il existe 2 testicules qui sont en nombre de 2 ovoïdes à grand axe vertical, entourés de l'albugénie et la vaginale, qui est une enveloppe. Ils ont 2 fonctions, une fonction endocrine avec la synthèse de la testostérone et une fonction exocrine avec la formation des spermatozoïdes. À leur partie supérieure, il existe l'épididyme qui coiffe le testicule et se continue par le canal déférent. De la part, ce qu'on appelle le cordon, qui contient les vaisseaux et les canaux déférents qui se prolongent à travers la prostate en canaux éjaculateurs. La vésicule ou les vésicules séminales se situent derrière la prostate sous forme d'annexe ou d'ampoule différentielle, qui permettent surtout la sécrétion du liquide séminal qui fait une grande partie bien sûr de la quantité du liquide qui existe dans le sperme. L'organe principal de qui part bien sûr l'urètre, en restant en étroite relation avec l'appareil urinaire, de qui bien sûr s'échange l'urètre prostatique, c'est la prostate en forme de châtaigne entourant l'urètre initial, et la partie externe qui représente l'organe bien sûr qui permet la miction et l'organe principal
génital chez l'homme, c'est la verge, qui est un corps érectile très vascularisé, constitué de deux corps caverneux et un corps spongieux entouré par un épais fascia et peau fine mobile se repliant au niveau du gland pour former ce qu'on appelle le prépuce. Sur le plan physiologique, les premiers signes de la puberté apparaissent vers l'âge de 13 ans avec développement de la verge, le scrotum et la pilosité pubienne. Et enfin, la spermatogénèse complète se fait vers l'âge de 16-17 ans, en même titre que la pilosité axillaire, la face et le reste du corps. Ce sont des éléments qu'il faudra bien sûr rechercher à l'interrogatoire. Donc, à côté de l'interrogatoire, là, ça permet un petit peu de définir certains aspects de début des signes de maturité sur le plan génital. Les signes fonctionnels qu'il faudra les rechercher de façon systématique, c'est en premier lieu, bien sûr, les douleurs qui peuvent être inguinales et peuvent être d'origine prostatique ou épididymaire. Douleur au niveau de la verge en rapport avec une infection urinaire, avec une urétrite, infection de l'urètre, un calcul qui sévit dans l'urètre, voire l'une des urgences sur le plan urinaire, c'est ce qu'on appelle le priapisme, qui est une érection prolongée douloureuse, non accompagnée de désir sexuel, c'est une urgence chirurgicale. Donc si on a un patient qui a une érection prolongée, qui ne s'atténue pas et qui persiste avec le temps, donc il y a risque bien sûr, surtout de nécrose, parce que le corps de la verge doit être gorgé de sang, et bien sûr si ce sang n'est pas éliminé, on peut avoir une nécrose, et dans ce cadre bien particulier, il faut orienter de façon urgente le patient vers les urgences urologiques. Les douleurs soit au niveau inguinal, au niveau de la verge, mais même aussi au niveau des bourses, qu'il faudra les rechercher et surtout ne pas passer à côté d'une urgence chirurgicale, nous allons la voir. Donc il s'agit de douleurs, de sensations de gêne, pesant, avec une pesanteur installée insidieusement ou des douleurs intenses, survenues de façon brutale. Donc le premier diagnostic qu'il faudra le garder en tête, c'est ce qu'on appelle la torsion aiguë du testicule. Elle nécessite une intervention chirurgicale, donc c'est le testicule qui se tord par rapport à son axe vasculaire et il sera plus irrigué, et si on laisse le patient, on peut avoir une nécrose du testicule, donc c'est une urgence. Donc à côté de cette torsion, il faudra discuter les autres diagnostics différentiels des douleurs des bourses, à savoir une infection du testicule, ce qu'on appelle l'orchiépididymite aiguë, un cancer de la testicule, un kyste du cordon, traumatisme des bourses avec surtout hématome, un varicocèle qui est une dilatation veineuse, voire parfois une douleur projetée liée à un calcul urinaire, et ce qu'on appelle l'irradiation de la colique néphritique. À côté des douleurs pyrénéales, plutôt des douleurs inguinales et des douleurs des bourses, c'est ce qu'on appelle les douleurs pyrénéales. Elles sont situées en arrière des bourses et nous orientent beaucoup plus vers une origine prostatique, que ce soit une prostatite aiguë chronique, un cancer, une pathologie urétrale. Les douleurs pyrénéales au niveau prostatique sont rythmées beaucoup plus par la miction et l'éjaculation, et cela bien sûr doit nous orienter vers la prostate et faire un examen spécifique orienté vers cet organe. Côté l'interrogatoire, bien sûr, le patient peut venir pour d'autres plaintes orientant vers surtout, lorsqu'on a un sujet en pleine activité génitale, rechercher bien sûr les dysfonctions érectiles, c'est l'incapacité d'avoir ou de maintenir une érection suffisante pour avoir des rapports sexuels suffisants. Donc les dysfonctions érectiles ont des étiologies multiples, elles peuvent être d'origine psychogène, elles peuvent être en rapport avec un problème vasculaire latérant, origine médicamenteuse, une origine hormonale, voire neurologique, un traumatisme pelvien ancien, voire des causes tissulaires en rapport avec une fibrose du corps caverneux secondaire, un priapisme prolongé ou un traumatisme ancien. Donc, dehors des corps psychogènes qui surviennent sur un terrain proprement dit, les autres étiologies devraient être recherchées, bien sûr, et traitées dans la mesure du possible.
Côté des troubles de l'érection, on peut avoir des troubles de l'éjaculation et sont définis soit par une anéjaculation, une éjaculation rétrograde ou une hémospermie. L'anéjaculation, c'est l'absence d'éjaculation totale, donc elle a plusieurs étiologies. Donc défaut de production du sperme par déficit en hormones, on peut avoir un déficit hormonal, un échec à la propulsion lié à un problème neurologique ou à une sténose au niveau des canaux éjaculateurs ou de l'urètre. L'éjaculation rétrograde, c'est le reflux du sperme dans la vessie, un rapport beaucoup plus d'une insuffisance du sphincter lisse, qui se voit surtout après une chirurgie de la prostate. L'hémospermie, c'est la présence du sang dans le sperme. Donc plusieurs étiologies, une inflammation ou une infection, une tumeur des vésicules séminales, une inflammation de l'urètre ou un cancer de la prostate. Et bien sûr, comme signe fonctionnel, il faudra bien sûr interroger, bien sûr ça peut être le motif de consultation, c'est l'infertilité masculine qui est définie sur le plan sémiologique comme l'incapacité pour un couple d'obtenir une grossesse après 12 mois de rapports sexuels non protégés et réguliers. Donc, on parle assez souvent de ce qu'on appelle la stérilité du couple. Il faudra rechercher une cause soit masculine, soit féminine. Si bien sûr il n'y a aucune cause sur le plan féminin, donc on est en droit bien sûr de rechercher ce qu'on appelle l'infertilité masculine et rechercher une cause qu'elle soit d'ordre hormonal ou d'ordre urologique. L'examen physique doit bien sûr commencer bien sûr par l'inspection, à la recherche et à l'évaluation de la pilosité pubienne qui est sous forme losangique, l'existence du circoncision, l'état du méa bien sûr urinaire, sa position, la recherche d'un écoulement, d'une inflammation, voire d'une infection qui passe inaperçue, l'état du prépuce non rétracté sur le glande dans ce qu'on appelle le phimosis. Donc le prépuce normalement il est rétracté, s'il n'est pas rétracté, donc on appelle ça le phimosis, il faudra l'opérer. Rechercher une induration, voire une fibrose du cours spongieux ou caverneux. Rechercher à l'inspection une ulcération du prépuce ou du glande. Pensez surtout à une ulcération par infection sexuellement transmissible qui est la syphilis, voire autre maladie sexuellement transmissible. Une lésion suspecte devrait bien sûr faire éliminer un cancer de façon systématique. Donc l'examen des bourses permet de voir sous la peau scrotale l'état de la vaginale qui devrait être libre, donc il n'y a pas d'épanchement, l'état des deux testicules qui sont généralement sensibles à la pression en position, vérifier leur taille et leur présence au niveau des bourses, l'épididyme au niveau du bord postéro-supérieur du testicule, le segment inférieur du canal déférent, il faudra le vérifier, le cordon spermatique au niveau de la région inguinale, qui permet de rechercher surtout s'il y a une dilatation veineuse, qui est le varicocèle, s'il y a un kyste, voire une hernie inguinale qui descend dans les bourses et qui peut prêter confusion avec un problème urologique. Et bien sûr, terminer l'autre examen par voir la vacuité des orifices herniaires qui devraient être libres, surtout au niveau cural ou au niveau inguinal. La palpation des orifices hernières au niveau inguinal fait partie intégrante de l'examen sémiologique de l'appareil génital. L'examen neurologique du périnée, donc on devrait terminer par cet examen à la recherche bien sûr de troubles de la sensibilité périanale, troubles du tonus musculaire, troubles de la marche ou recherche des signes neurologiques qui peuvent bien sûr être présents, parfois méconnus, et être source de la plainte du patient. Donc, il faut savoir que la fonction de l'appareil génital chez l'homme est étroitement liée à une innervation qui touche le système nerveux autonome. Et si bien sûr lors d'un problème neurologique ce système il est touché, on peut avoir bien sûr une dysfonction de la fonction de l'appareil génital avec trouble de l'érection, avec trouble de l'éjaculation et qui peut retentir bien sûr sur la bonne fonction de l'appareil génital. On termine notre examen par
après avoir examiné la partie externe par le toucher rectal, qui a comme objectif bien sûr de voir l'état de la prostate. Il faut bien expliquer au malade avec un doigté qui soit bien lubrifié. Le malade en position sur le dos, cuisses et jambes écartées en position gynécologique. Demande au patient de pousser pour éviter la contracture réflexe et douloureuse de l'anus. Une main déprime la région hypogastrique à l'encontre du doigt rectal. On apprécie le contenu de l'ampoule rectale ainsi que l'état de la prostate et bien sûr définir sa consistance qui est élastique en châtaigne avec un sillon médian vertical. Donc l'examen de la prostate aussi peut se faire en position génu-pectorale. Donc notre examen devrait bien sûr, que ce soit de sa partie externe ou interne, rechercher les anomalies les plus fréquentes, à savoir l'ectopie testiculaire ou cryptorchidie. Donc c'est une anomalie de migration du testicule. Le testicule n'est pas en place, il est en position inguinale ou abdominale, c'est ce qu'on appelle l'ectopie. L'hydrocèle, c'est l'épanchement séreux de la vaginale. Gros testicule, tuméfaction intrascrotale pouvant évoquer soit un cancer du testicule, soit une infection, ce qu'on appelle l'orchiépididémite. C'est une tuméfaction qui est rouge, chaude, douloureuse. Donc, pensez aux urgences, torsion du cordon spermatique ou hernie inguinale étranglée. Donc, comme diagnostic différentiel, bien sûr, de l'infection proprement dite du testicule. Il faut surtout ne pas passer à côté, bien sûr, d'une torsion testiculaire ou d'une hernie inguinale étranglée et orienter le malade en milieu chirurgical. Pour ce qui est de l'état de la prostate, toute protrusion dans la lumière signifie qu'il y a une hypertrophie. Donc il faut bien différencier l'adénome du cancer. L'adénome OTR, la prostate elle est augmentée de volume, arrondie en balle de tennis, ferme, elle est élastique, régulière, avec disparition du sillon médian. Pour ce qui est du cancer de la prostate avec ou un plusieurs nodules de dureté pyreuse, donc là, la dureté elle est tout à fait différente par rapport à l'adénome, soit une prostate qui peut parfois être seulement augmentée de volume, avec conservation du sillon médian, mais uniformément indurée de consistance pyreuse. Donc, vérifiez bien sûr l'état de sa consistance, l'état du sillon médian, et bien sûr, voir s'il n'y a pas un nodule qui peut être suspecté ou touché. Donc ça, c'est une image qui définit l'épanchement de la vaginale, ce qu'on appelle l'hydrocèle, qui peut être en rapport avec un problème purement urologique ou un problème général lorsqu'on a un épanchement qui touche plusieurs séreuses, un anasac ou un épanchement qui touche les membres inférieurs, l'acide de grande abondance. On peut avoir aussi un épanchement qui être en rapport avec une pathologie urologique proprement dite et définir est-ce qu'il y a un épanchement qui est inflammatoire ou un épanchement qui est beaucoup plus liquidien et qui nécessite bien sûr soit une évacuation, soit un geste chirurgical s'il est récidivant. On termine par deux petits cas cliniques. Le premier, c'est une femme de 40 ans qui se plaint depuis plusieurs mois de règles trop abondantes. Donc sur le plan sémiologique, on va dire il s'agit de ménorrhagie en rapport avec une pathologie utérine. On va demander une échographie, surtout à la recherche d'un fibrome utérin. Deuxième cas, femme de 50 ans présentant un prurite vulvaire avec perte de couleur blanchâtre sur notion de syndrome polyuropolydipsique. Il s'agit sur le plan fonctionnel de leucorrhée d'origine mycosique. Le premier diagnostic à évoquer, elles sont blanchâtres. Et là, lorsqu'on a des infections à répétition chez la femme d'un certain âge, il faut rechercher le diabète de façon systématique. Dernier cas, c'est un sujet de 27 ans sans antécédent particulier qui se présente de façon aiguë ou qui présente de façon aiguë une tuméfaction chaude douloureuse unilatérale, douloureuse, intrascrotale sur notion de brûlure mictionnelle. Donc, premier diagnostic à évoquer, c'est bien sûr l'infection du testicule. C'est ce qu'on appelle l'orchiépididémite, mais bien sûr, être sûr et certain, bien examiner le malade pour ne pas passer à côté d'une torsion du testicule qui reste le diagnostic différentiel à ne pas manquer.
Voilà, donc c'était l'abord, bien sûr, de la sémiologie de l'appareil génital chez l'homme, chez la femme, avec les aspects, que ce soit sur le plan fonctionnel, sur le plan examen physique, avec des rappels, sur le plan anatomique, pour se situer, bien sûr, sur la partie de l'appareil qui est atteinte et chez qui, bien sûr, la discussion et la probabilité diagnostique devraient être orientées avec la nécessité bien sûr d'avoir une discussion diagnostique, voire une orientation avec une exploration qui devrait être dirigée en fonction du symptôme et de l'urgence bien sûr, s'il s'agit vraiment d'une urgence, pour ne surtout différencier l'urgence sur le plan de l'appareil génital, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme, d'un signe fonctionnel qui nécessite un complément d'investigation. Voilà, je vous remercie.